Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu complexe. Effectivement, vous avez été nombreux à me demander à faire un tuto sur l'injection de dépendance et sur sa mise en œuvre au travers du framework Spring. Bon, c'est des sujets assez lourds et je vais essayer néanmoins en quelques minutes de vous faire une petite présentation des concepts. Il va falloir un petit peu bien suivre. Bon, c'est parti. Pour préparer les choses, ce que j'ai commencé à faire, c'est à mettre en place un petit projet. Et dans ce projet, j'ai produit un diagramme UML. Pour ce faire, j'ai utilisé le plugin Papyrus. Papyrus est un plugin de la plateforme Eclipse qui permet de mettre en œuvre des diagrammes UML. Bon, je ne vais pas changer de perspective, je vais rester en perspective Java. Dans tous les cas, ici, j'ai un fichier. Alors, ce fichier s'appelle DI sample, Dependency Injection Sample. Par contre, le point DI à la fin n'a strictement rien à voir, c'est l'extension de Papyrus. D'accord, bon, c'est pas grave, j'ouvre le fichier. Et donc ici, il me dit que j'ai un certain nombre de diagrammes, et notamment un diagramme qui s'appelle DI sample. Alors ce diagramme, c'est ce qu'on appelle un diagramme de composant. Alors, la première question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un composant? Un composant logiciel, c'est quelque chose qui s'apparenterait, on va dire, à un agrégat d'un certain nombre de classes et qui va répondre à un besoin fonctionnel, à une unité fonctionnelle. Le plus souvent, en Java, on peut dire qu'un composant, c'est un pactage. Allez, et donc un ensemble de classes qui seront stockées dans ce pactage-là. Imaginons, on fait un site de vente en ligne. On peut imaginer que notre site de vente en ligne soit découpé en plusieurs composants. On pourrait avoir le composant de gestion des commandes à proprement parler. Mais on peut aussi imaginer qu'on cherche à vérifier que les commandes et les articles qu'on a commandés soient présents dans le stock de l'entreprise. Donc on peut avoir un composant de gestion de stock. Dans le même ordre d'idée, on pourrait avoir un autre composant, pourquoi pas de dashboard, qui permettrait aux administrateurs du site, aux utilisateurs, aux responsables du site, de pouvoir vérifier un petit peu ce qui se passe en termes de vente, en termes de chiffre d'affaires, et ainsi de suite. Bon, nous on va faire simple, on va considérer que deux composants. Ici j'ai le composant de gestion des commandes et ici le composant de gestion de stock. Alors c'est clair, ces deux composants sont quand même liés. Les composants d'une même application doivent interagir les uns sur les autres. Effectivement, si vous faites une commande de 10 clés USB par exemple qu'on va acheter donc sur ce site, faudrait-il vérifier que les clés USB soient disponibles au niveau du stock. C'est ce que j'ai essayé de refléter avec ici cette interface. Alors ça, c'est une interface de haut niveau, ce n'est pas une interface Java. Ce serait plus ce qui représenterait la notion d'API, si vous voulez. Application Programming Interface. C'est une interface de communication entre composants logiciels. Et donc ici, notre composant de commande tire une dépendance vers cette interface. La dépendance, c'est le trait en pointillé ici avec la flèche non fermée. Par contre, le composant stock implémente l'interface de stock. Regardez, je me suis permis de faire un autre diagramme qui reprend un petit peu cette idée-là et qui s'applique tout à fait. C'est le cas où vous utiliseriez JDBC. Vous connaissez tous JDBC, c'est Java Database Connectivity. C'est une API, c'est une interface de communication avec un système de base de données. On peut imaginer que vous ayez un composant quelconque, ce composant va tirer une dépendance sur cette interface de communication. Maintenant, cette interface de communication est réalisée par les drivers JDBC. On imagine, vous travaillez avec la base de données MariaDB, vous le savez, vous devez télécharger le driver pour MariaDB. Ce driver implémente cette interface. Si j'imagine ce scénario, il faut bien comprendre une chose. Regardez, je prends un navigateur. Je vais sur Google et je vais chercher Java SE. Non, Javadoc, allez. SE, allez, je prends la version 8, pourquoi pas. Ou toute autre version de Java. Donc vous obtenez ici les Javadoc. Et donc, à ce niveau-là, je retrouve mes pactages. Je descends un petit peu plus bas. Et normalement, on devrait voir un pactage qui s'appelle java.sql. C'est quoi java.sql? Techniquement parlant, c'est le pactage qui est associé à l'interface de communication JDBC. Donc ici, vous avez tout sur JDBC. Cette API, aujourd'hui, elle est en version 4.2. Pourquoi pas? Maintenant, comprenez que au niveau de mon diagramme, ici, je suis gros grain. Je modélise mon application, mais avec un gros niveau d'abstraction. Donc, un simple rond est associé à mon interface de communication. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette interface de communication, techniquement parlant, en termes de code Java,
elle peut définir un certain nombre d'interfaces techniques. À ce niveau-là, si je reviens au niveau de JDBC, vous le savez peut-être, mais le point d'entrée, quand on veut communiquer avec une base de données, c'est le driver. Mais le driver, c'est quoi? C'est une interface. Je passe toutes les méthodes proposées, mais en gros, grâce au driver, je vais pouvoir établir une connexion. Mais regardez, encore une fois, connexion, c'est quoi? C'est une interface. L'interface connexion me permet de gérer ma connexion avec la base de données, et donc notamment je peux ouvrir la connexion, mais je peux la fermer, je peux envoyer différentes actions, et notamment le fait de valider ou de refuser, pourquoi pas, des transactions. Maintenant, une fois que j'ai ma connexion, quel est le but du jeu? C'est d'envoyer un ordre SQL. Un ordre SQL, c'est ce qu'on appelle un statement dans JDBC. Et qu'est-ce que c'est que ce statement? Encore une fois, c'est une interface. Maintenant, ce statement, soit il contient un ordre update, insert ou delete. Dans ce cas-là, je fais une mise à jour de la base de données. Soit mon statement, il contient un ordre select, et dans ce cas-là, je vais chercher à récupérer des données. Je vais sélectionner des datas dans la base. Si vous regardez ici, vous avez différentes méthodes, mais je peux notamment exécuter, lancer, si vous préférez, un execute update. C'est pour une mise à jour. Par contre, je peux aussi faire un execute query. Dans ce cas-là, je récupère un result set. Qu'est-ce que c'est qu'un result set? Encore une fois, c'est une interface. Si vous voulez, JDBC, c'est que du creux. C'est juste une API. Donc, il n'y a que l'interface de communication. Allez, il y a 2-3 classes utilitaires, mais rien d'important. D'accord? Et puis, ce qu'on a aussi, c'est les classes d'exception. Mais disons que l'essentiel, c'est quoi? C'est un ensemble d'interfaces qui va permettre la communication avec la base de données. Maintenant, si on veut utiliser JDBC, à un moment donné, il faut rester terre à terre. Il faudra bien que l'ensemble des interfaces techniques de l'API JDBC soit implémentées. C'est ce que fait un driver. Là, ce que je vous propose au niveau du scénario sur le site de vente en ligne, c'est du même gabarit. On va essayer vraiment de travailler sur des composants, c'est-à-dire des gros paquets de code. Et ce qu'on veut, c'est que ces paquets de code, on puisse les assembler ensemble. Et on les a couplés par interface. Alors, je reviens sur la notion d'interface de communication. C'est très important. C'est plus important que tout ce que vous pourriez imaginer. Pourquoi il faut avoir spécifié des interfaces entre composants logiciels? Un diagramme UML qui définit des composants logiciels, toutes les relations entre composants devraient passer par interface. Pourquoi? Parce que ça permet des tonnes de choses. Mais ça permet notamment de pouvoir faire du test. Je ne sais pas si c'est des termes et des sujets qui vous passionnent, mais on pourrait parler, regardez, je vais aller sur fr.wikipedia.org, on pourrait parler de tests unitaires. Je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler. Par contre, souvent, les tests unitaires sont très mal compris par les gens. Parce que la question, c'est quelle est l'unité en test? Quand on fait du test unitaire, je parle un petit peu des différentes terminologies existantes, mais on parle de SUT. Le SUT, c'est le Software Under Test ou le System Under Test. C'est une terminologie assez classique quand on fait du test. Et donc, le SUT, c'est l'élément qu'on est en train de tester. Et la question, c'est ce SUT, c'est quoi son niveau, sa granularité? Souvent, on me dit c'est une méthode. Souvent, les gens pensent que du test unitaire, c'est faire du test de méthode. C'est faux. En programmation informatique, le test unitaire, aussi appelé test de composant, l'unité en test, normalement, devrait être le composant logiciel. En gros, ce que je suis en train de dire, c'est que si on veut faire du test logiciel, ce qu'on est censé tester, ce n'est pas un get quelque chose. Un getter, un setter, en soi, on n'a pas forcément intérêt à vraiment le tester. On va le tester au travers d'un scénario un petit peu plus complexe. Mais normalement, un test unitaire, il va tester une fonctionnalité. Et une fonctionnalité est proposée par un composant logiciel. Imaginons, on a un gros projet qui représente des millions de lignes de code et on a plein d'équipes de développement. On peut envisager à ce que ce composant, il ait été, comment pourrais-je dire, dédié à une équipe qu'on va appeler l'équipe A. Elle développe ce composant-là. On a une autre équipe, c'est l'équipe B. Elle va développer ce composant logiciel ici. On peut imaginer que l'équipe A, elle en a pour 1 mois à développer ce composant. On peut imaginer que l'équipe B, elle a un composant, pourquoi pas un petit peu plus complexe, imaginons, et qu'elle va avoir 2 mois de travail pour arriver à me livrer le composant final. Si on part sur cette idée-là et que les développements débarquent maintenant, normalement,
l'équipe A devrait finir avant l'équipe B. Une fois que l'équipe A aura produit son composant, la question c'est comment elle va le tester. C'est clair que si vous n'avez pas d'interface, si vous avez une dépendance directe sur le composant, si vous aviez eu une flèche de dépendance de là à là, du coup, pour tester ce composant-là, il fallait forcément qu'on attende d'avoir le livrable produit par la deuxième équipe. Et ça pouvait être compliqué. Donc nous, ce qu'on préfère faire, c'est coupler les composants par interface. Et donc, si on a une interface de communication, cette interface, quand moi j'aurai fini de travailler sur mon composant, je vais pouvoir l'implémenter dans ce qu'on va appeler un bouchon. Un mock ou un bouchon, c'est un bout de code qui va simuler ce que je n'ai pas et qui va me permettre de tester unitairement mon composant logiciel sans le reste. Et ça, c'est super important. Quand on fait de l'ingénierie logicielle, quand on fait du développement informatique, il faut vraiment coordonner les travaux des différents membres de l'équipe. Et donc, il faut vraiment qu'on puisse isoler chacun des composants et qu'on puisse les tester unitairement. Donc, si on est couplé par interface, je peux envisager de lancer un test sur système intégré. Dans ce cas-là, je travaille avec le véritable composant. Je peux imaginer une batterie de tests unitaires et travailler sur un assemblage qui va intégrer mon composant avec un mock. Et dans ce cas-là, je me moque du reste et je ne le vois pas dans mon scénario de test. En gros, c'est ça que je vais essayer de mettre en œuvre au niveau de ce projet. C'est ce que j'ai essayé de faire à ce niveau-là, alors en simplifiant malgré tout à l'extrême les choses. Comprenez bien que j'ai fait ça en quelques lignes de code et que je n'ai pas vraiment redéveloppé un vrai site de vente en ligne. Allez, je vais dire le point le plus central, à mon sens, c'est l'interface. L'interface, pour moi, elle est capitale. C'est l'interface de communication. Histoire de m'approcher un petit peu de ce qu'on avait tout à l'heure au niveau de JDBC. Alors, je ne pouvais pas faire quelque chose d'aussi complexe en quelques minutes. Mais histoire de m'en approcher un petit peu, j'ai quand même mis une interface. C'est mon interface stock. J'ai imaginé quelques méthodes sur mon interface. Pourquoi pas, j'ai un isArticle available. Il me dit oui ou non si pour un article donné, allez, j'ai imaginé que je passais l'article avec son identifiant. Ici, on pourrait imaginer une instance d'article, mais j'ai pas codé la classe. Donc ici, j'ai un isArticle available. Je passe l'identifiant de l'article, je passe la quantité souhaitée. Il me dit oui ou non si cet article est disponible en la quantité considérée. J'ai une autre méthode qui me permet éventuellement de remettre des articles dans mon stock. Pourquoi pas? J'ai une méthode qui me permet de supprimer des articles à partir de mon stock. Par contre, attention, si on supprime des articles à partir du stock, si j'en supprime plus que ce qu'il y en a, ça pourrait être gênant. Donc on peut imaginer qu'en cas d'incohérence, qu'une exception puisse être déclenchée. Donc ici, j'ai une exception de type stock exception. Mon exception est déclarée à ce niveau-là. Parfait. Ça, c'est mon API de communication. Elle est très basique, mais on pourrait imaginer qu'elle soit plus complexe. On pourrait imaginer qu'elle soit répartie sur plusieurs interfaces techniques Java. Maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut une implémentation de ce stock. Alors, comprenez, là, j'ai fait un projet Maven. J'y reviendrai dans quelques minutes, mais ici, nous avons affaire à un projet Maven. En vérité, j'aurais dû avoir autant de projets que de composants, si vous voulez. Donc j'aurais dû avoir un projet pour mon composant command IMPL, mais j'aurais dû avoir un autre projet pour mon composant stock IMPL. Ces deux projets-là auraient généré chacun un artefact, dit autrement un jar, et après on aurait eu un projet dit d'intégration où j'aurais mis tous mes jars ensemble pour constituer le système final. Bon, dans le but de me simplifier un petit peu la vie, j'ai tout mis directement à ce niveau-là. D'accord, donc on retrouve les implémentations des différents composants dans le même projet. Mais ce n'est pas forcément la bonne façon de faire. On va même aller plus loin. Si on voulait être vraiment parfait, même l'API ici, ça devrait être un artefact autonome. Ça devrait être un projet autonome. Pourquoi? Parce que si on va au bout des choses, alors là, je vais un petit peu loin là dans mes réflexions, mais si on veut faire du test et qu'on veut très très bien travailler à ce niveau-là, on pourrait appliquer des règles de bonne pratique telles que le TDD. Le TDD, c'est le Test Driven Development. Je vais faire très simple, mais en gros, la phrase qui est là me convient très bien. C'est une méthode de développement logiciel, d'accord, et en gros, qui consiste à pouvoir écrire les tests de chacun des scénarios de test avant même de passer à l'implémentation du code. C'est-à-dire que dans notre réflexion,
On va d'abord réfléchir aux fonctionnalités que le système doit fournir. Quand on va concevoir un logiciel, on a un cahier des charges. Quel est le besoin auquel le logiciel doit répondre? Une fois que j'ai défini ces points-là, j'ai ce qu'on appelle des use cases, j'ai des scénarios de test qui commencent à être identifiés. Ces scénarios de test, je vais pouvoir les transformer en code de test avant même de coder les composants. Mais ça, je peux le faire qu'à une seule et unique condition. Si je veux pouvoir coder mes scénarios de test, il faut que je puisse travailler. Et donc, pour travailler, il faut à minima que j'ai les interfaces de communication. C'est-à-dire que même si je n'ai pas les implémentations techniques maintenant, ce que je peux au moins faire, c'est typer dans mon programme par interface. Et donc, je peux écrire des scénarios de test qui vont générer que les interfaces. Et si vous voulez, dans l'absolu, les interfaces, il n'y a pas de code. Normalement, dans une interface de communication, c'est que de l'abstrait. Bon, aux classes d'exception près, on peut imaginer que les classes d'exception, ce ne soit pas le plus dur à produire, à générer. Et donc, si on veut faire bien les choses, je devrais avoir un projet de type interface de communication, et ce projet, je suis capable de le donner aux équipes qui vont développer les autres composants logiciels. C'est-à-dire que normalement, ce jar-là, ça devrait être une donnée d'entrée de cette équipe-là et de cette équipe-là. Et c'est le contrat quelque part. L'API, c'est le contrat. Si ça, je l'ai figé une fois pour toutes, et si on est bien d'accord sur les contrats, si je suis capable de générer un jar, et je suis capable de le faire avec des outils tels qu'un modeler UML, on est capable à partir des codes d'une interface, des spécifications de l'interface, de générer des codes Java. Donc ça, c'est le genre de choses que je peux très facilement générer avec Papyrus. D'accord ? Donc du coup, on pourrait générer le projet lié à l'interface, on le construirait, ça générerait un jar, et ce jar, ce serait la donnée d'entrée de ceux qui vont coder le composant commande IMPL et de ceux qui vont coder le composant stock IMPL. Et comme j'aurai ces interfaces-là, je serai capable de commencer par écrire les scénarios de test en premier. Et donc, on arriverait à faire du TDD, du Test Driven Development. Bon, je passe ces sujets, mais c'était vraiment pour essayer d'appuyer sur le fait que l'interface ici, elle est capitale. D'accord ? Ça devrait être un projet autonome. Bon, pour me simplifier la vie, j'ai tout balancé dans mon seul et unique projet qui s'appelle Dependency Injection Sample. Donc très bien, j'ai mon interface de communication. Mon API, si vous préférez, vous pouvez appeler ça une API. Maintenant, il va falloir que je code mes composants. C'est ce que j'ai fait ici et ici. Alors notez que ce composant-là est peut-être utilisé par d'autres composants du système complet. Là, j'ai simplifié, j'ai mis que ces quelques objets-là, mais on pourrait imaginer que j'ai un composant dashboard qui tire une dépendance sur commande IMPL. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même ce composant-là devait être spécifié par interface. Alors même si ça n'apparaît pas ici sur mon diagramme UML, j'ai quand même spécifié l'interface pour mon composant commande. En gros, j'ai une méthode quelconque. Bon, on peut imaginer des méthodes un peu plus concrètes, mais je ne savais pas trop quoi mettre. Je l'ai appelé DoSomething. Et dans mon interface, je dis quoi? Je dis que le composant commande, quelque part, il est couplé à quelque chose qui a un stock. Donc ici, j'ai une dépendance, si vous voulez. Notez bien, on va parler d'injection de dépendance. Donc on commence à arriver sur le sujet qui nous intéresse, mais j'ai une dépendance vers un stock. Ce stock, pour pouvoir m'abstraire de son implémentation concrète, j'ai utilisé ici l'interface. C'est-à-dire que je dis que ce composant, il tire bien une dépendance sur mon stock. Et vous voyez, injection de dépendance, on les trouve bien ces termes. Même au niveau UML, on retrouve la notion de dépendance. Si jamais ma commande doit avoir un stock et si je suis capable de lui injecter une dépendance via un setStock, que ce soit un bouchon ou que ce soit une implémentation concrète, normalement je devrais pouvoir faire tourner mon composant, soit avec le bouchon, soit avec l'implémentation concrète. Mais ce qu'il faut, c'est que la dépendance soit définie par interface. C'est ce qui est fait ici. Donc ça, c'est peut-être la ligne la plus importante de tout le code. Alors notez, c'est pas grand-chose. C'est juste une ligne dans une interface technique au niveau de mon API commande. Mais en termes d'architecture logicielle, elle est juste capitale, cette ligne-là.
C'est ce qui va me permettre de pouvoir tester mon composant sans forcément avoir une implémentation technique. Bon, du coup, bien entendu, après j'ai mes deux dossiers, mes deux packages IMPL, dans lesquels on retrouve l'implémentation du stock. Je vais commencer par elle. Donc ici, on imagine que c'est une implémentation concrète. Alors, j'ai fait simple. Je ne pouvais pas mettre des millions de lignes de code là dans ce projet-là pour vous expliquer tout ça. Je trouve que pédagogiquement parlant, plus les exemples sont simples et mieux c'est. Donc ici, j'ai tout géré en mémoire. D'accord ? J'ai une htable. Ça, c'est les ID de mes articles. Ça, c'est les quantités que j'ai en stock pour chacun des articles. Ici, j'ai un constructeur sur mon stock IMPL et je crée un stock bidon. On imagine que ce soit un peu plus sérieux. Et donc, l'article 1, je l'ai en 5 exemplaires. L'article 2, je l'ai en 10 exemplaires. Et l'article 3, je l'ai en 100 exemplaires. Maintenant, ça devrait réellement être stocké dans une base de données. Donc ici, on peut imaginer des connexions à des bases de données pour aller manipuler le stock. Pareil pour chacune des méthodes de mon interface. Bon, néanmoins, elles sont implémentées ici. Et donc, is article available. Qu'est-ce que je fais ? Je regarde dans mon stock la quantité que j'ai pour un article donné. À partir du moment où c'est supérieur ou égal à la quantité demandée, c'est bon, l'article est bien en stock. Le add, j'ajoute un certain nombre d'entrées pour cet article-là. Le remove est un petit peu plus complexe, à savoir si je n'ai pas la quantité à supprimer du stock, fatalement, ça déclenchera une exception. Notez que ici, normalement, je retire un certain nombre d'articles de mon stock. Donc ça, c'est mon implémentation technique. Ça pourrait être plus complexe, et comme je dis ici, imaginez que vous ayez vraiment du code. Là, il y a un petit truc qui m'embête, ça rien du tout, mais vous avez vu qu'il me dit que les mots sont mal orthographiés, c'est parce que j'ai oublié dans ce projet de désactiver, ça m'énerve ce truc-là, le spelling. Donc, Eclipse, il est là pour surveiller mon code. Pour les phrases en français, je me débrouille, et puis c'est pas trop grave s'il y a des soucis. D'ailleurs, il y en avait des soucis, parce qu'en français, c'est des X. Allez, bon, ça c'est petit point de détail. Parfait. Il me reste un dernier composant à étudier. C'est mon commande IMPL. Donc, il implémente l'interface commande, bien entendu. Il va devoir gérer un stock. Et donc ici, j'ai un attribut de type stock, de type interface. Bon, j'ai un constructeur, très bien. Si jamais on arrive à invoquer un setStock, normalement j'injecte dans mon composant de gestion des commandes un composant de gestion de stock ou un simulacre, un mock. Et puis si j'ai une méthode quelconque, doSomething, regardez ce que j'ai fait, je vais aller vérifier si oui ou non l'article est bien disponible en 3 quantités. C'est l'article 1, s'il est disponible, allez, je supprime ces articles du stock vu que je vais les livrer à la personne qui les a commandés. Sinon, je me contente de faire un affichage sur la console et on imaginera que ça, c'est notre traitement métier qu'on va vouloir invoquer et pourquoi pas qu'on va vouloir tester. Parfait. Maintenant, imaginons que je sois juste moi en train de coder que ce composant-là. Donc le composant de gestion des commandes. Si jamais je finis avant ceux qui développent le composant de gestion de stock, moi je veux quand même être en mesure de pouvoir tester. Pour me simplifier la vie, j'ai mis mes codes de test ici, j'ai fait un stock mock. D'accord ? Donc ce stock mock là, c'est la partie de code qui est ici. Un bouchon, souvent, c'est ultra basique. D'ailleurs, il y a des frameworks, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a plein de frameworks Java qui permettent de simplifier la génération de bouchons avec des outils plus ou moins sophistiqués. Il y en a plein, je ne vais pas tous les citer, mais un que moi j'ai pas mal utilisé au travers de ma carrière, là, c'est Jmock. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Il y en a plein d'autres. Il y a Mockito, il y a tout un ensemble de frameworks qui existent. Et donc Jmock, c'est quoi ? C'est un outil qui est utilisé en Test Driven Development avec Java et qui permet de produire des mock objects avec une relative facilité. Voilà. Bon, il y a plein d'autres frameworks divers et variés. Bon, sauf que là, ce mock, il a été codé à la main. Bon, c'était pas bien compliqué. J'ai implémenté mon interface, j'ai rajouté les méthodes manquantes, celles spécifiées par l'interface. Et donc, un bouchon, la plupart du temps, c'est ultra basique.
D'accord, ben là, je vais faire un bouchon pour un test en succès, c'est-à-dire que je pars du principe que je vais faire un test où les articles sont présents dans le stock. Donc si je veux simuler ce genre de fonctionnement, ben, est-ce que l'article est présent? Ben là, il n'y a pas besoin de se connecter à une base de données pour avoir l'information. Ben, mon bouchon, c'est vraiment quelque chose de ultra basique. Il dit oui, oui, il n'y a pas de souci, l'article est présent. Bon, ici, ben, je ne fais pas forcément grand-chose. On imagine qu'on a un stock infini, donc du coup, bah, ajouter des articles, bah, très bien, ça pourrait marcher. Supprimer un article, bah, on peut imaginer qu'on le retire aussi du stock. Bon, de toute façon, c'est un bouchon. Donc ici, je simule et bah, je me fais le strict minimum. Ce que je veux, c'est simplement que mon scénario de test puisse s'exécuter et que je puisse valider que l'algorithme qui est ici fonctionne correctement. Bon, des fois, on fait des choses un petit peu plus intelligentes, hein, je vous rassure. Notez aussi, là, j'ai fait des affichages. Les affichages, c'est juste pour nous, hein, pour bien vérifier si tout marche bien. Très bien. Maintenant, dernière partie de code dans ce projet, en tout cas pour le code déjà présent sur mon starter, on va dire. Ben, on a ici la classe app qui contient le main. Ben, qu'est-ce que je fais ici? Ben, là, j'ai une commande. Donc c'est un commandier MPL, hein. Je l'ai instancié, je récupère ma commande. Je crée un stock, je récupère mon stock. Du coup, bah, il faut que je fasse l'injection de dépendance, mais là, si vous voulez, mon injection de dépendance, elle est faite manuellement. C'est-à-dire que ici, je fais un commande component.setStock et j'y passe bah, l'implémentation que j'ai choisi d'utiliser. Bah, du coup, j'invoque bah, le traitement sur mon composant. Bon, bah, là, on imagine, là, on a le système complet intégré, avec tous les composants qui constituent le projet. Donc du coup, on peut imaginer que l'application s'exécute réellement. Donc ici, on a un composant concret pour la commande, on a un composant concret pour le stock. À partir de là, j'ai bien réussi à invoquer le isAvailable sur l'implémentation technique, hein, et j'ai bien réussi à invoquer le remove. Maintenant, avant d'arriver à cette étape-là, normalement, j'aurais dû faire du test unitaire, ce qui veut dire que ici, au lieu d'invoquer le composant réel, j'aurais dû invoquer le bouchon. Regardez, je fais CTRL-SHIFT-O pour réaligner mes imports automatiquement. Hein. Cette fois-ci, je suis sur un bouchon. Je relance mon programme. Cette fois-ci, ça marche, mais ça marche avec mon bouchon. Donc, je peux changer mon implémentation hein, en changeant juste cette partie de code. Alors là, vous pourriez dire, c'est plutôt pas mal ce qu'on a fait. On est capable très facilement de changer l'instanciation. Oui, mais non. C'est pas mal, mais c'est pas parfait. Pourquoi c'est pas parfait? Parce que là, quelque part, l'assemblage des composants, il est dans le code Java. Et ça, c'est problématique. Comme l'assemblage des composants, il est dans le code Java, ça nécessite aux équipes d'intégration de devoir faire des modifications de code Java et de régénérer les jars. Parce que là, je suis dans du code Java. Et ça peut être vu comme étant extrêmement problématique. Donc ce qu'il faut, c'est enlever les dépendances de la partie Java et les transférer ailleurs. Et c'est là que Spring Framework prend tout son intérêt, parce qu'il va nous permettre d'externaliser ces injections de dépendance hein, via le pattern d'injection de dépendance. Alors en vérité, il y a deux termes un petit peu similaires, hein. Ça c'est juste pour votre culture générale. On parle soit d'injection de dépendance, soit d'IOC, Inversion of Control. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces terminologies, d'accord, mais l'inversion de contrôle ou l'injection de dépendance, en vérité, ce sont deux mêmes facettes, deux facettes, mais du même problème, d'accord, ça c'est intimement lié. Moi, personnellement, je préfère parler d'injection de dépendance, ou de dependency injection, si on est en anglais. D'accord. Et donc, c'est un design pattern. Quelque part, on a fait de l'injection de dépendance. L'injection de dépendance, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que sur le principe, c'est pas compliqué. C'est invoquer un setter. Je veux dire, le nombre de cours de Java où je vous ai parlé des getters et des setters, j'ai presque envie de dire l'injection de dépendance, on l'a déjà couvert un petit peu en long et en large et en travers. Par contre, ce qui ne va pas dans ce bout de code-là, c'est que mon injection, elle soit dans le code. Il faudrait que l'injection, elle soit en dehors du code. Bon, Spring Framework va nous être d'une grande aide à ce niveau-là. Donc on va chercher à travailler avec Spring. Donc notez, hein, le projet sur lequel je suis, donc on va casser tout ça hein, dans quelques minutes, mais le projet sur lequel je suis, c'est un projet Maven. Donc ici j'ai un POM, un fichier de configuration Maven, et donc j'ai tiré des dépendances sur 3 modules
comment je pourrais dire, fondamentales de Spring. Spring Framework, en vérité, c'est un ensemble d'API, c'est un ensemble de librairies. D'accord ? Mais il y en a 3 qui sont vraiment fondamentales, c'est le cœur du système, et c'est ce que je suis en train d'essayer de vous montrer au travers de cette manip. Il y a Spring Core, Spring Bean et Spring Context. Et en gros, via ces 3 modules, je vais pouvoir faire donc de l'injection de dépendances, mais en vérité, j'ai 2 manières de procéder. Il y a l'ancienne manière historique, c'était de travailler avec une définition XML. Je vais commencer par vous faire de l'injection de dépendance à partir de fichiers Spring XML. Quand on aura testé tout ça, après je vous montrerai une deuxième façon de faire qui est arrivée un petit peu plus tard. C'est grâce aux annotations Java 5. On verra ça dans quelques minutes. Bon. Pour autant, comme je vais devoir travailler dans un premier temps avec les fichiers XML Spring, j'ai besoin d'un coup de pouce parce que si là j'essaye de faire des fichiers XML Spring à la main, je vais un peu m'arracher la tête, on va faire plein de fautes de frappe, on va se tromper quand on va saisir plein de choses. Et donc pour ce faire, on aurait besoin d'avoir un petit peu d'outillage. Alors ça tombe bien. Spring, donc vous pouvez le télécharger sur spring.io. Ça c'est le site officiel de Spring Framework. Là, il vous marque Spring by Pivotal. Pivotal, c'est la société qui a derrière Spring Framework. Très bien. Spring, si vous voulez, Spring Framework, c'est un certain nombre d'API de base. Mais après, on a plein d'API complémentaires. Il y a Spring Boot, Spring Security et ainsi de suite. Je ne veux pas tous vous les passer. Mais en gros, il y a plein de projets, si vous voulez. C'est pour ça qu'ici, vous avez un onglet Project. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que des API. Il y a aussi des outils. Et donc, ici, je vais taper Tools 3/sts/all. Normalement, vous devriez arriver sur cette page. Et donc là, on vous parle de Spring Tool Suite. Qu'est-ce que c'est que Spring Tool Suite ? Spring Tool Suite, c'est un ensemble de plugins dédiés à Spring. Mais des plugins pour qui ? Des plugins pour Eclipse. En gros, c'est vrai que des ateliers de développement, il en existe plein. Moi, j'ai choisi de travailler avec Eclipse. Pourquoi j'ai choisi de travailler avec Eclipse depuis le début des tutos que je vous ai proposés ? Parce qu'en vérité, il y a plein de frameworks, et notamment Spring, qui en ont fait leur plateforme de prédilection. Et donc, Spring vous fournit des outils pour Eclipse. Ça aurait été dommage de partir sur un autre atelier. Donc, c'est notamment à cause de ces orientations-là que moi, je suis aussi parti sur Eclipse. Très bien, donc ici vous avez donc les outils pour développer en Spring au travers de Eclipse, et donc il vous dit vous pouvez mettre à jour votre Eclipse en utilisant les sites de mise à jour. Alors tout dépend de la version de Eclipse que vous utilisez. Moi je suis sur cette version là. Regardez, je copie-colle ce lien, je reviens sur mon Eclipse, et si vous voulez rajouter les outils relatifs à Spring, vous allez dans Install New Software à ce niveau là. Normalement, vous avez cette boîte de dialogue qui apparaît. Et là, vous avez les dépôts. Donc là, on a les dépôts officiels Eclipse. Ça, c'est une chose. Mais là-dedans, si vous voulez, il n'y a pas de plugin pour faire du Spring. Donc si vous voulez des plugins pour Spring, il faut ajouter un dépôt de plugin. Là, vous l'appelez Spring Tool Suite ou tout autre nom qui vous ira bien. Et là, vous mettez l'URL qu'on a récupéré il y a quelques minutes. Vous faites Add. À partir de là, normalement, c'est sélectionné. Et là, vous avez tout un ensemble d'outils. C'est ça, STS. C'est tous ces outils qu'on va pouvoir adjoindre à Eclipse pour pouvoir travailler au niveau de Spring. Alors, je ne vais pas tout détailler ce qu'il y a au niveau de ces plugins-là. Il me faudrait un très très grand nombre de tutos pour parler de tout ça. Mais disons qu'aujourd'hui, nous, on va se contenter de mettre le Spring IDE Core ici, qui est l'outillage minimal pour pouvoir travailler en Spring. Ça, c'est vraiment les fondamentaux, on va dire. Allez, je fais Next. On va me proposer dans quelques instants un contrat de licence. Bien entendu, on accepte le contrat de licence et puis on laisse l'installation être réalisée. Allez, je pense que ça devrait plus trop tarder. Alors je voulais vous faire voir quand même comment on installe ce plugin, parce que c'est vrai que refaire les manips que je vais faire sans avoir l'outillage, c'est un petit peu dommage. Et dans les fichiers XML qu'on va taper, la moindre faute de syntaxe aboutira obligatoirement à une belle exception affichée sur la ligne de commande. Donc ce serait vraiment dommage de ne pas avoir ces petits outils. Voilà. Bon, allez, dans quelques instants, tout ça, ça va arriver.
Quand ce sera en place, il va donc falloir qu'on modifie un petit peu notre projet. Regardez, en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ici Google et je vais chercher un Spring file, XML file sample. En gros, je prends n'importe quel site sur lequel j'arrive, ce que je veux, c'est avoir un fichier Spring. Un fichier Spring XML, ça va ressembler à ça. Et donc, on va nous parler de beans. Alors là, vous allez dire, tiens, ça a un lien avec les fameux Java Beans. Eh bien oui, un lien très très fort. Alors, pour aller plus loin, ce qu'il faut déjà, c'est rappeler qu'est-ce que c'est que Java Beans. Donc Java Beans, c'est une convention de nommage. Cette convention de nommage, elle définit principalement 2 points. Comment définir les properties? Vous allez voir, ce mot de property va être très important dans quelques minutes. Une property, une propriété, c'est quoi? En vérité, c'est ni plus ni moins qu'un getter et un setter. Donc, dit autrement, Java Beans dit comment on doit préfixer une méthode d'accès à un attribut, d'accès en lecture, et une méthode d'accès en écriture à un attribut. Et donc, c'est les fameuses conventions get et set que je vous rabâche depuis le début des tutos Java. Normalement, Java Beans parle aussi d'un autre aspect, c'est les listeners, les gestionnaires d'événements. Mais ça, c'est complètement hors sujet par rapport à Spring, donc je vais occulter cet aspect-là. D'accord? Donc nous, tout ce qu'on a à savoir, c'est que si on veut qu'on puisse facilement travailler avec Spring, il va falloir respecter la convention de nommage Java Beans. Et donc, on va pouvoir instancier des objets à partir de nos classes, et sur ces objets, on va pouvoir manipuler des propriétés. Regardez certainement qu'un petit peu plus bas, je vais avoir un exemple de fichier XML avec des propriétés. Bon, on va voir ça, mais en tout cas, à chaque fois que vous aurez un tag property, ça va être associé à un getter et à un setter. Bon, en attendant, ici, vous voyez, là, il est en train de procéder à l'installation du plugin. Donc, on va fermer un petit peu tout ça. Voilà. Et regardez, si je reviens au niveau de mon interface commande, la partie critique pour moi, c'était surtout celle-là. Ici, j'ai bien un get et un set. Donc le stock, là, c'est bien une propriété. Et donc si je fais un property stock, je vais pouvoir changer sa valeur. Ok, donc voilà. Donc Java Beans, ce sont des conventions de nommage, et donc on doit respecter ces conventions de nommage dans la manière dont on va assembler les composants les uns avec les autres. Très bien. Bon, là, ça arrive petit à petit. Je vais bientôt avoir le plugin. Ça y est. Donc là, vous acceptez le certificat. Voilà. Et puis là, vous avez vu, ça va beaucoup plus vite parce qu'en vérité, il a tout téléchargé. Maintenant, il est juste en train de dézipper les composants à l'intérieur. Et donc, il ne faut pas oublier que Eclipse charge ses plugins au démarrage de l'atelier. Donc, il faut redémarrer l'atelier pour avoir les plugins. Donc, ça y est, ça arrive. Et donc, on va enfin pouvoir travailler. Voilà. Bon, là, vous avez les tutos. Je vous incite à lire tous les documents qui sont ici. Mais disons que, pour faire vite, c'est moi qui vais vous expliquer tout ça. Donc, si on revient au niveau de notre projet, et bien maintenant, on va pouvoir rajouter un fichier Spring. Regardez, si je fais bouton droit sur mon SRC, New, et que là, je vais faire other, je descends un petit peu plus bas. Comme on a installé le plugin Spring, on a des entrées supplémentaires. Et là, on a notamment une entrée Spring. Ici, je peux avoir un Spring Bean Configuration File. C'est ça qui m'intéresse. Je fais Next. Je vais appeler mon fichier contexte.xml. Alors, le terme de contexte est un terme qui revient assez régulièrement. C'est l'état initial, si vous voulez, qu'on va charger dans un environnement Spring. Et donc, l'intérêt premier qu'on voit à utiliser le plugin, c'est que déjà, ça m'a fait faire l'économie de toutes ces lignes. D'accord, j'ai pas eu à taper tout ça.
Bon, ça, c'est une première chose. Mais il y a un deuxième aspect beaucoup plus important. C'est que quand je vais définir mes bins, le plugin, il va être capable de m'aider et de m'assister lors de l'édition du fichier XML. Bon, sur les identifiants, ça c'est moi qui choisis. Donc là, ce bin, je vais l'appeler commande. C'est mon composant de gestion de commande. Il est de quelle classe? Alors là, vous pouvez faire contrôle espace. Ça aurait marché dans tous les cas. Ça, c'est les XSD, les grammaires Spring qui permettent de voir les attributs autorisés. Par contre, là où Spring Framework m'aide beaucoup, ou STS, excusez-moi, Spring Tool Suite m'aide beaucoup, c'est que dans les chaînes de caractères qui sont là, normalement, ça pour lui, c'est juste une string pour l'éditeur XML. Comme on a STS, c'est pas que une string. Il sait que derrière classe, je dois avoir un nom de classe. Donc là, il vous propose les packages existants au niveau du projet. C'est tout bête, mais ça vous évite quand même pas mal de fautes de frappe. Vous avez vu, j'ai fait du contrôle espace pour m'aider. Bon, c'est tout bête, mais le simple fait de faire ça fait que je vais avoir une instance de commande qui va être automatiquement instanciée. Si mon système total doit avoir une commande et un stock, je peux aussi ici définir un attribut, classe, qui lui va pointer, cette fois-ci non pas sur une commande, mais sur un stock. Allez, je vais imaginer que là, je fais l'intégration complète du système, d'accord ? Je ne suis pas sur un scénario de test, je suis sur l'intégration complète du système. Là, j'ai un fichier XML qui définit ces deux instances. Je n'ai pas tout à fait fini, mais je m'arrête là pendant quelques instants. Notez que ici, on avait un petit i. Ça, le petit i, c'est Eclipse qui l'affiche, pour me dire que c'est une interface. Très bien. Par contre, maintenant, on a des petits s. Ça, ce s, c'est par rapport à Spring. Il me dit que cette classe-là, elle est mise en jeu dans un fichier de configuration Spring. Ça me permet de voir quelles sont les classes qui sont physiquement intégrées, assemblées dans mon fichier XML. Très bien. Je reprends app et je vais changer tout ça. Voilà, tout ça, je vais l'enlever. On verra ça plus tard. Même cette ligne, je vais la commenter. Voilà. Et là, je vais mettre un bloc try with resources. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce bloc try. Ça permet de garantir qu'à la fermeture du bloc try, la ressource qui va être placée entre parenthèses, alors là où les ressources, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, qu'elle soit automatiquement relâchée. D'accord ? Moi, qu'est-ce que je veux charger ? Je veux charger mon fichier context.xml. Là, je vais pouvoir charger un ClassPass XML Application Context. Donc ça, c'est une classe qui vient du framework Spring. Je vais appeler ça mon contexte. Et donc, c'est un new ClassPass XML Application Context qui va être basé sur mon fichier. Mon fichier, c'est qui ? C'est context.xml. Bon, on va être clair, tout ça, ça peut planter. Si je me suis trompé dans le nom du fichier ou ce genre de choses-là, ça ne marchera pas. D'accord ? Par contre, je n'ai pas envie de perdre du temps à gérer les exceptions. Donc, s'il y a le moindre souci, throws exception. Et maintenant, la question, c'est comment je fais pour manipuler mon composant ? Regardez, déjà, je commande ces lignes-là. Je vais y revenir dans quelques instants. Et ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer mon projet tel quel. A priori, je fais combien de new dans mon programme ? Là, vous aurez peut-être envie de me dire 0. Ce serait faux. Regardez, on a bien instancié un composant. On a bien instancié un stock. C'est-à-dire que les new, ils ont eu lieu grâce au chargement de ce fichier-là. Le simple fait d'avoir défini nos instances ici, là, on aurait pu imaginer le terme instance. On a demandé à créer une instance. Ce fichier de configuration demande à ce que je produise une instance de type commande IMPL. Pareil pour un stock IMPL. Donc du coup, là, j'ai chargé en mémoire deux objets. Donc du coup, je ne vais pas faire des new. Ce que je vais faire, c'est que grâce à mon contexte, j'ai des méthodes. Et j'ai notamment une méthode qui s'appelle getBin. Ce que je lui dis, c'est quelle est la classe du composant que je veux charger. C'est un composant de type commande.
excusez-moi, commande.classe. Alors je fais les imports hein, pour avoir commande. Et pour le moment, regardez, je vais juste faire un system.out.println de commande composante. Je relance mon projet. Vous avez vu, j'ai bien réussi à récupérer mon instance, je l'ai, hein, elle est à cette adresse-là en mémoire et je peux la manipuler. Donc du coup, si je peux la manipuler, j'ai envie d'essayer de lancer un do something, sauf que là, on va avoir un petit souci. Le souci, il est clair, net et précis. J'ai instancié un objet de type commande, plus précisément un commande IMPL. Très bien. Sauf que ce pointeur-là, momentanément, il n'a pas été initialisé, donc il pointe sur nul. Donc dans do something, en ligne 28, quand on essaye de faire un is article available, il me dit null pointer exception. Comment je fais pour intégrer mes objets ensemble? Il faut que je fasse une injection de dépendance. Et c'est là que mes propriétés JavaBean prennent de leur sens. Regardez, si je fais property, lui, il va rechercher automatiquement dans toutes vos classes toutes les méthodes qui sont préfixées set. Nous, c'est pas compliqué. Dans la classe commande IMPL, il n'y a qu'un seul set. C'est qui? C'est stock. C'est set stock. Donc il le trouve automatiquement. Si jamais il y avait eu plusieurs properties, je peux m'y amuser, regardez. Je reviens à ce niveau-là, et là je fais un set bidule. Bon, je ne fais pas grand-chose, hein. C'est juste pour la démo. Si je reviens dans mon fichier, si je refais CTRL espace, il doit y avoir un petit souci. Void set bidule, oui, parce que mon setter n'est pas propre, int a. Voilà, il me faut une valeur. Vous voyez, automatiquement, il me dit soit je peux invoquer le set bidule, soit je peux invoquer le set stock. Ça, c'est juste le passage d'une donnée de type entier, pourquoi pas. C'est un paramétrage de votre bin. Par contre, ça gère une autre instance. Donc, on va pouvoir insérer une valeur. Regardez, je garde mon bidule. Là, je dis que je veux mon bidule et sa valeur, c'est 10. Pourquoi pas? Donc là, normalement, on va faire un set bidule. Bon, comme mon set bidule ne fait rien et comme l'information n'est pas stockée, elle sera perdue. C'est juste pour vous montrer qu'on passe dedans. Allez, à la rigueur, ce que je peux faire, c'est un affichage de la méthode. Très bien. Par contre, la partie importante, c'est ici de faire un property name et là de mettre un stock. Et là, je ne vais plus mettre une value. Là, je vais mettre un ref. Une référence. Une référence sur qui? Sur le stock. C'est-à-dire que je demande au système de m'assembler ces deux objets, ces deux composants logiciels. Regardez, vous pouvez même faire ça. Vous reprenez cette ligne, vous allez dans le set, et là, vous faites un affichage pour bien valider qu'on va passer dans le set. On est bien d'accord, nous, au niveau de notre programme, on a juste demandé à récupérer la commande. Mais normalement, la commande a été associée au stock. Donc logiquement, maintenant, si j'exécute cette méthode, je dois avoir mes deux objets qui sont intégrés ensemble. Vous avez vu, on est rentré dans le inset bidule. On a bien eu un appel au set stock. J'ai récupéré mon objet. Ça, c'est mon affichage qui est ici. Et puis ensuite, j'ai invoqué le do something. Cette fois-ci, ça fonctionne. Donc là, on est dans l'implémentation concrète. Et donc, quel est l'intérêt d'avoir déporté les associations des composants les uns avec les autres dans un fichier XML? C'est que si jamais je désire changer d'implémentation, il me suffit de commenter cette ligne, de produire un nouveau bin. Je vais encore l'appeler stock. La classe, pourquoi pas, ça va être mon stock mock.
Et donc, simplement en ayant changé un fichier de configuration, j'ai en aucun cas modifié les jars qui ont été livrés par les équipes de développement des composants. Moi, je suis intégrateur logiciel, je récupère les jars, je définis un fichier XML qui va intégrer tout ça. Et donc, du coup, j'ai changé mon intégration. Et là, je suis dans un environnement simulé, je suis avec un bouchon. On imagine, on m'avait livré un composant, il était buggé. Momentanément, pour faire tourner le système, je remets un bouchon. J'attends la prochaine livraison du composant quand il aura été corrigé. On me livre maintenant le nouveau composant. Il me suffit de revenir ici et de déplacer mes commentaires. Et maintenant, je vais basculer automatiquement sur ma nouvelle implémentation fraîchement livrée. Je relance le projet. Et donc maintenant, on est sur notre implémentation concrète. Donc c'est ça l'intérêt. Alors par contre, je vous mets en garde. Trop souvent, j'ai vu des grosses bêtises qui ont été faites par les développeurs. Spring, à la base, c'est un framework d'intégration logicielle. À la base, tout au début, le but de l'injection de dépendance était pouvoir faire de l'intégration logicielle. Ce qu'on est censé intégrer, c'est des composants. C'est pour ça que j'ai trouvé très judicieux d'attaquer par la modélisation. On est censé travailler à un haut niveau d'abstraction. Donc, normalement, on intègre des composants logiciels. On n'intègre pas des classes. D'accord ? Derrière un composant logiciel, la plupart du temps, vous avez toujours un bin qui est le point d'entrée. C'est la première classe que vous allez instancier, mais derrière, il y a plein de new qui sont faits dans certainement le constructeur de votre composant, et ça va monter le composant logiciel en mémoire. D'accord ? Mais ce qu'il ne faut pas ici, c'est qu'il y ait énormément de bins. Normalement, si vous dites que dans votre intégration, il doit y avoir 15 composants, ici, vous devriez avoir 15 blocs bin. Tous les autres objets qui ne seraient pas des composants, eux seraient instanciés et seraient assemblés par code Java. Il ne faut pas se mettre à me développer du Java en Spring. Et trop souvent, ici, je vois des choses complètement hallucinantes. Du coup, on se retrouve avec des milliers, des dizaines de milliers de lignes de code Spring. Et ce qu'on fait, c'est pas qu'on intègre des composants logiciels. C'est qu'on code du Java dans du XML. Et alors là, c'est la cata absolue. Il n'y a pas de compilateur sur ces fichiers-là. Donc du coup, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Donc normalement, dans la vraie vie, ce qu'on devrait avoir ici, ça devrait être des composants logiciels qu'on intègre les uns avec les autres. Parfait. Alors il faut savoir, il y a une autre manière de travailler. L'autre manière, elle passe par les annotations. Regardez, je vais reprendre ce main, je vais l'appeler main2. Comme ça, il ne sera plus exécuté. Je vais remettre un nouveau main. En gros, je vais faire à peu près la même chose. C'est-à-dire que je vais utiliser un contexte. Sauf que je vais changer mon contexte. Cette fois-ci, ça va devenir un annotation config application context. Je vais encore une fois l'appeler contexte. C'est égal à quoi? New annotation config application context. Et là, il faut que je passe à cet objet en paramètres. Alors bien entendu, il peut y avoir des exceptions. Donc comme tout à l'heure, throws exception. Et donc ici, ce que je vais passer en paramètres, c'est une classe qui va lui permettre de trouver ce qu'on appelle le class pass. En gros, Spring, il est un petit peu subtil, il a besoin de la notion de class pass. On ne se complique pas la vie. On va dire qu'il trouvera sa config à partir de la classe app. Mais il lui faut aussi des informations de configuration. Ces informations de configuration, je vais lui dire que ça, c'est une classe de configuration. Alors là, vous ne trompez pas, c'est configuration dans org.springframework. Et je vais lui mettre ce qu'on appelle un component scan. Ce component scan, il a un attribut value qui va être égal à un tableau de chaîne de caractères, sauf que moi, il n'y a qu'une seule chaîne de caractères qui va m'intéresser. Ça va être quoi? Ça va être le paquetage qui est là. Là, je fais un copy qualified name, comme ça, ça m'évite les fautes de frappe. Qu'est-ce qu'on est en train de dire avec ces deux lignes? Je suis en train de dire qu'il va falloir qu'on trouve les composants à intégrer en utilisant des annotations. Ces annotations, il ne faut pas qu'il les cherche partout. Si là, il devait scanner tous les paquetages accessibles, il verrait ceux de Java, il verrait ceux de Spring Framework et ainsi de suite. Ça lui coûterait un certain temps à scanner tous les paquetages existants.
Donc pour faire en sorte que ce soit un petit peu plus rapide, je lui dis qu'au sein de mon application, tous mes composants sont dans ce pactage-là. Et que donc, il faut qu'il scanne les composants à partir de ce pactage. Alors c'est récursif, il va trouver tout ce qu'il y a dans les sous-pactages. Mais du coup, il n'ira pas voir dans org.springframework.quelque chose, il n'ira pas voir dans java.quelque chose ou dans javax.quelque chose. On a limité la portée de la recherche sur les annotations à trouver. Au niveau du code, grosso modo, on va faire à peu près la même chose. C'est-à-dire que je vais chercher à récupérer mon composant et je vais chercher à invoquer quelque chose dessus. Sauf que là, tel quel, pour le moment, si j'essaye de le lancer comme ça va poser souci. Pour le moment, ça ne marche pas. Il me dit, il n'a trouvé aucun composant qui est de type commande. Notez bien, ici, mais c'était pareil pour tout à l'heure. J'aurais pu faire un getBean avec son ID. J'aurais pu retrouver tout à l'heure un objet par son identifiant. Ça peut être utile si jamais vous avez plusieurs instances d'un même type de composant. Mais en général, c'est rare. En général, dans une application, un composant logiciel est instancié en un seul et unique exemplaire. Donc la plupart du temps, une classe de composant égale une instance. Une instance maître. Après, il y a des sous-objets à l'intérieur, mais ça, c'est un autre débat. D'accord ? Mais comme en général, c'est du 1 pour 1, on préfère travailler par type. C'est ce que j'ai fait ici. Donc j'ai recherché ma seule et unique instance de type commande, en tout cas quand on était en XML. Là, on va faire à peu près la même chose. D'accord ? Et donc, pour le moment, ça ne marche pas parce qu'il n'y a aucun composant qui a été qualifié comme étant un composant logiciel. D'accord ? C'est là qu'interviennent mes annotations Spring. Et donc, première annotation, c'est l'annotation componente. Ça permet de dire que j'ai un composant qui s'appelle, qui est de type commande. Commande IMPL pour être très précis. Si je relance mon programme, ça va un peu mieux marcher. Ça ne va pas être parfait, mais ça va un peu mieux marcher. Regardez, il me dit bien, on a réussi à instancier le composant. Mais on se retrouve avec le null pointer exception de tout à l'heure. C'est que pour le moment, il a instancié qu'un seul composant. C'est normal, je n'ai mis qu'une seule annotation. Dans les faits, normalement, si je travaille par annotation, alors c'est par XML ou par annotation, c'est bien l'un ou l'autre. Là, c'est vrai que j'ai un peu mixé les deux approches, mais normalement, c'est une approche ou l'autre. Si je reprends ici mon stock IMPL, si je veux que lui-même soit instancié, il faudrait que je l'annote. Parfait. J'ai deux composants. Mais on a toujours le problème de fond, ces deux composants ne se connaissent pas. Il n'y a pas eu l'injection de dépendance. Comment on fait pour faire l'injection de dépendance ? On peut se débrouiller d'utiliser une nouvelle annotation. Regardez, je récupère soit le setStock, soit l'attribut. C'est vous qui choisissez. Est-ce que vous voulez qu'il injecte directement dans l'attribut ou est-ce que vous voulez qu'il injecte par appel de la méthode setStock ? Vous faites ce que vous voulez. Dans tous les cas, que ce soit au niveau du set ou au niveau de l'attribut, si vous rajoutez une annotation, alors c'est une annotation un peu magique, c'est auto-wired. Wired, c'est câblé. Donc on est auto-câblé. Ça veut dire que on demande au framework Spring de se débrouiller, de trouver dans le système l'interface, un composant, excusez-moi, qui implémente une interface stock. Normalement, il est censé y en avoir qu'un seul, et il va me l'injecter en lieu et place de ce pointeur nul. Parce que là, pour le moment, on avait un pointeur nul. Regardez, je relance l'application, et ça marche. Alors là, il y a une chose que je ne peux pas vous faire marcher parfaitement, parce que j'ai tout mis au même niveau. D'accord ? Ce qui veut dire que pour le moment, mon annotation componente au niveau du stock, elle doit être à un endroit ou à un autre. Là, je l'avais mise au niveau du stock IMPL. Regardez, juste pour la démo, je change, je la mets au niveau de mon mock. On était sur une utilisation d'une implémentation concrète. Je relance le programme. Et bien maintenant, on est sur l'utilisation d'un bouchon. D'accord ? Alors,
C'est pas mal, j'arrive à changer l'implémentation qui est injectée. Mais il y a un souci, c'est que là, je change la chose en faisant une modification dans mon code. Or, on avait dit que normalement, les jars n'auraient pas dû être altérés. Ça, pour que ça puisse marcher parfaitement, en vérité, il faudrait que mes projets, ils existent, tous mes différents projets. Et donc, si mon bouchon était dans un jar qui lui était propre, si le composant stock était dans un jar qui lui était propre, après au niveau de ma plateforme d'intégration, d'accord, je mettais un jar ou un autre, d'accord, je modifiais le class path éventuellement pour charger les bons jars, et à partir de là, le fait d'être sur un jar ou sur un autre, instancier automatiquement, grâce à l'auto-wired, le bon composant. Le fait de déposer le bon jar dans mon dossier sur lequel je démarre le projet me permettait de choisir l'implémentation que je voulais avoir, soit le bouchon, soit l'implémentation. D'accord ? Donc dans la vraie vie, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que dans la vraie vie, le bouchon est annoté, bien entendu, c'est un composant. Le stock IMPL est annoté. Par contre, on met un jar ou l'autre. Ici, je simplifie les choses et donc je ne mets qu'une seule fois la notation, mais en la déplaçant d'une classe à une autre, je choisis l'implémentation à injecter au niveau de mon composant commande. D'accord ? Et là, je trouve que c'est beaucoup plus beau que le XML. Bon, beaucoup de gens le pensent de toute façon. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est surtout le nom de la notation qui a été retenu par Spring. Et ils ont été très judicieux à ce niveau-là. C'est la notation composante. On voit bien que là, on est en train de vouloir parler d'un composant logiciel et pas d'une classe. Normalement, après l'intégration des différents objets au sein du composant, ça reste de la responsabilité de votre code Java. J'insiste, on intègre les gros composants. D'accord ? Et il faut savoir, ce n'est pas les seules annotations, il y en a d'autres d'annotations. Il y a notamment la notation service. La notation service, c'est une annotation qui existe au niveau de Spring Framework. C'est quoi un service ? C'est quasiment la même chose qu'un composant. Sauf qu'un service, normalement, il est transverse. Il est accessible à tous les composants du système. D'accord ? Mais en gros, regardez, là je viens de récupérer les codes, j'ai un décompilateur. Alors ce décompilateur, il est plus malin que ça. Il a vu que c'était un projet open source, il est allé me tirer sur Internet la bonne implémentation. Mais on voit que l'annotation service, une annotation, ça s'introduit via cette syntaxe-là, @interface. Donc ça, c'est mon annotation service. En vérité, c'est quoi ? En vérité, c'est un alias. Un alias sur qui ? Sur componente, sur l'annotation componente. D'accord ? Donc dit autrement, que vous mettiez ici composante, service, il y a quelques autres annotations qui existent, ça revient au même. Ça, c'est juste après de la sémantique. C'est quel est le sens que je donne à ce composant-là. Est-ce qu'il est instancié et utilisé que par certains éléments ou est-ce qu'il est transverse et visible de tout le monde ? Que je mette composante ou service, ça ne changera rien quant à l'injection de dépendance, mais par contre, ça donne du sens à mon injection. Ça donne de la sémantique. D'accord ? Bon, là, pour le moment, moi, je n'ai pas parlé de service au niveau de mon approche, donc je vais rester avec mes simples composants. Mais donc, voilà comment mettre en œuvre de l'injection de dépendance via ce framework Spring. Donc, on a deux solutions, soit la solution XML, soit la solution à base d'annotation. Bon, j'espère que ces quelques explications ont été claires. Par la suite, je produirai de nouveaux frameworks, de nouveaux tutos, excusez-moi, sur Spring Framework pour continuer un petit peu à vous expliquer toutes les subtilités de cet excellent produit. Voilà, j'espère que tout est clair, j'espère que ça a répondu à vos attentes et puis je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite pour le prochain tuto.